Bonjour Morgane. Bonjour Kathleen. Alors, tu es ici pour nous présenter ta nouvelle application qui s'appelle Proud. Donc, Voilà, c'est Proud ou Proud pour les vrais français. Euh, Cette application, c'est un réseau social euh, pour les handicapés, pour les aider à trouver l'amour en fait. Je suis parti d'un constat en fait, que les handicapés ont des interactions sociales qui sont vraiment limitées, pour des raisons liées à la difficulté à se déplacer notamment, mais également à se faire comprendre et à se faire accepter socialement, pour les autistes. Et là, je sais de quoi je parle. Euh, mais beaucoup en fait vivent dans une vraie misère sentimentale. Donc je me suis dit du coup, bah, voilà, cette application, ça coûte pas grand chose à développer. Ça peut les aider. C'est une sorte de Tinder un peu, tu vois, à la différence que bah, pour les handicapés, matcher sur Tinder, c'est à peu près aussi simple que de traverser Paris en fauteuil roulant. Tu vois. Alors du coup, moi j'ai retourné le problème et mais plutôt que de vendre son six-pack ou ses gros nichons, eh bien on va être fier de ces différences et on va les mettre en valeur. Euh, Moi, les handicapés, je les appelle les guerriers de la vie, tout simplement parce que c'est des gens qui savent souffrir. Et ça peut être très sexy. Euh, Tu vois, il y a quelques années, je suis sorti avec une fille incroyable qui avait gardé une main paralysée à la suite d'un accident de moto en Inde. Et cette fille, elle avait, je sais pas, une dignité face à l'adversité, et moi, ça me faisait fondre. Mais bon, après, tu sais, le regard des autres, l'espèce de carcan, la normalité. Je veux dire, déjà à l'époque, le diable me parlait et il me disait: mais qu'est-ce que tu fous avec une handicapée? Mais va te taper des bonasses plutôt, regarde, il y en a plein. Ouais, j'ai pas fait l'effort d'entretenir cette relation, mais je le regrette, tu vois. Euh, mais qui était-il pour me dire qui j'aurais aimé? Et d'ailleurs, la bonasse qui arrivait derrière, elle avait des mains, c'était des pieds. Tu vois, j'étais puni. Bon, de manière générale, je trouve qu'on ne fait pas assez pour les handicapés, qu'on les considère trop comme des citoyens de seconde zone, qui représentent qu'un coût pour la société, malheureusement. Et ça, c'est une question qui se pose à tout le monde. Je veux dire, on peut tous se retrouver handicapés du jour au lendemain. Je veux dire, un genou pété, un trauma crânien, un accident assez vite arrivé. Euh, tu vois, je vais faire un parallèle. Il y a quelques dizaines d'années, on s'est gratté la moustache et on s'est dit, tiens, tiens, il semblerait que les femmes ne racontent pas que des conneries. Et bon, on connaît la suite, hein, genre, on leur a donné le droit de vote, elles sont sorties lentement mais sûrement de la cuisine, elles ont commencé à investir les milieux économiques. Euh, bon, on peut quand même admettre qu'il s'agit d'un projet, comment dire, d'une belle avancée, je veux dire, dans nos sociétés. Euh, En passant, il reste du chemin. Je ne sais pas si quand tu regardes parmi nos élites, hein, que ce soit dans les médias, dans les politiques et surtout dans les conseils d'administration des entreprises, qu'elles sont largement sous-représentées. Et que d'ailleurs, c'est surtout celles qui portent la moustache qui s'en sortent le mieux. Tu vois. Euh, Moi, je trouve qu'on manque cruellement de féminité à des postes décisionnels clés. Euh, je me dis que si on avait accordé le pouvoir aux femmes il y a 30 ans, ben, peut-être qu'on aurait résolu le problème des sans-abri plus longtemps. Peut-être qu'on aurait moins fait la guerre. Euh, Tu sais, moi, je fréquente un petit peu les milieux associatifs et solidaires. Euh, Ben, il s'agit principalement de femmes aux revenus très modestes. Je veux dire, mais pourquoi est-ce que ce sont les plus faibles qui sont les plus généreux? Ça devrait être l'inverse, non? Enfin bon, bref, moi je voudrais qu'on se la gratte de nouveau, mais cette fois-ci pour les handicapés, et qu'on se demande ben, comment leur donner la place qui devrait être la leur dans notre société. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les handicapés, c'est les futures stars de demain, si tu veux. Quand va arriver le transhumanisme, ils seront les premiers à oser se mettre des, je sais pas, des jambes bioniques ou des implants dans la tête. Très probablement, ils nous surpasseront dans bien des domaines. Donc autant leur donner la place qui devrait être la leur dès maintenant, avec les technologies dont on dispose. Euh, c'est pourquoi je crée Proud. Euh, voilà, pour moi, les handicapés ont aussi le droit de trouver l'amour, hein, ils ont aussi le droit de baiser. Euh, bon, après, comme je viens de commencer le dev, j'ai que trois catégories, hein. J'ai fauteuil roulant, trisomique et neurodivergent. Mais je vais bientôt en rajouter d'autres, genre pour les manchots, pour les aveugles. Mais après, c'est ouvert à tout le monde, en fait. Et
D'ailleurs, je dis à tous ceux qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, hein, qui ont du mal et qui souffrent là, qui étouffent dans ce carcan de la normalité, mais je dis, mais brisez vos chaînes, cassez-moi ces putains de murs, hein, et dispersez-vous et baladez-vous de la place là. Et je sais pas, perdez-vous là dans des déserts de créativité et de folie. Et vous me croiserez peut-être d'ailleurs. Mais trouvez votre coin de paradis, l'endroit où on dira que vous êtes belles et beaux. Et venez sur Proud. Allez, faites péter les serveurs. Et donc, euh, quel est le business model de Proud? L'application est entièrement gratuite. Mais sinon, j'ai fait aussi une version pro, Proud Pro, pour seulement 1 euro. Ok. Donc avec la version 1 euro, je suppose qu'on a des choses en plus, des options supplémentaires. Non, en fait, elle fait rien de plus. Mais c'est juste moi pour m'aider, parce que pour changer de pompe, parce que tu as vu, elles sont complètement usées. Voilà. Mais Ok. après, sinon, sinon si vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, ou simplement que vous êtes curieux de voir ce dont je suis capable, euh, mais vous pouvez toujours faire un don aussi depuis l'application gratuite. Bon après, allez-y doucement hein, sur les inscriptions parce que je viens de démarrer le dev. Techniquement, je suis à peu près au niveau de Troposphère 5. Je les salue d'ailleurs, je me suis un peu inspiré de leur stratégie. J'aime bien cette idée de démarrer de zéro, d'avancer pas à pas, de faire avec les moyens du bord et de n'avoir peur de rien et surtout pas du ridicule. Et de quand même rêver des étoiles et de se dire qu'un jour on ira dans l'espace. Super. Euh, donc, comme tu viens de lancer l'application là tout de suite, pour toi, c'est quoi l'état d'esprit d'un entrepreneur? Quel doit être l'état d'esprit d'un entrepreneur? L'état d'esprit d'un entrepreneur, je dirais, avant de se lancer, c'est important de bien comprendre le contexte dans lequel on évolue, en fait, dans lequel on se lance. Simplement, entrepreneur, c'est-à-dire que on cherche à produire quelque chose ou à trouver sa voie dans l'indépendance. Et du coup, de profiter du système capitaliste, libéral, qui est le nôtre, hein, pour faire ça. C'est vrai que le capitalisme, c'est vraiment le meilleur système qu'on ait trouvé pour générer de la richesse avec de la liberté. Euh, Après, il faut bien aussi saisir que ce système-là, la façon dont on l'utilise, pose des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'y met aucune limite. Et ça génère deux gros défauts. Ces deux gros défauts, c'est l'écologie et un peu cette espèce de base miséreuse sur laquelle repose tout le système. Euh, Ces problèmes, qui sont très politiques en fait, euh, dans le contexte de compétition internationale, nécessitent des solutions on va dire, globales. Sauf qu'un pays seul qui fait de l'écologie ou du social, il se tire deux balles dans le pied. Euh, Après, on voit notre président, je veux dire, malgré tous les beaux discours qu'il fait, on se demande s'il brasse de l'air ou s'il pisse dans un violon. En face, ils n'en ont rien à foutre. Les Allemands et les Chinois, ils ont une balance commerciale qui n'incite pas à changer quoi que ce soit. Les Anglais, avec le Brexit, alors no comment. Et nos leaders, les Américains, montrent un exemple déplorable. On voit bien que le multilatéralisme que suppose la résolution de ces problèmes globaux n'est pas à l'agenda international et qui n'est pas près de l'être. On a une véritable défaillance de nos élites politiques qui ne savent pas envisager les relations internationales sur un autre mode que le rapport de force. Ce que je veux dire, c'est que si on n'arrive pas à s'entendre sur ces sujets aujourd'hui, c'est pas demain qu'on va le faire. La pollution et la montée des inégalités qui sont la source même des flux migratoires qui eux-mêmes provoquent le repli sur soi et la montée des populismes en Occident, tout ça, ça va ne faire qu'empirer. Je veux dire, mécaniquement, les tensions vont s'accroître. Donc, dans ce contexte, nous, les entrepreneurs, nous avons notre rôle à jouer, qui est de proposer de nouveaux modèles et des solutions innovantes que les consommateurs vont privilégier. Moi, j'appelle ça voter avec le portefeuille. Je veux dire, si
politique n'arrive pas à provoquer le changement par de la réglementation ou des contraintes fiscales, eh bien, nous, entrepreneurs, nous pouvons proposer des solutions que les citoyens consommateurs vont privilégier. Ok, donc tu relis la création d'entreprise à l'économie, et donc l'économie à la politique. Et donc pour toi, quel est le rôle de la politique dans l'économie? Enfin, tu nous l'as déjà un peu expliqué, mais concrètement, qu'est-ce que tu t'aimerais que la politique apporte à l'économie? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais déjà une chose importante qui concerne surtout les grands groupes, hein, plutôt les grandes boîtes, c'est d'apporter une certaine stabilité fiscale. Les grands groupes font des investissements sur plusieurs années et ils ont besoin d'anticiper, donc ils ont besoin de cette stabilité pour calculer leur prise de risque. Bon, il se trouve qu'en France, on a cette tradition de modifier la fiscalité. Ben, c'est un bras de levier pour récupérer du pognon, ça marche, hein, mais ça pose un problème. C'est un peu comme si tu es sur un 110 mètres haies, tu vois, et là, tu as les Américains, les Chinois, les Allemands, là, en concurrent, et que ton propre entraîneur te bouge la haie. Je veux dire, nous, ça ne nous dérange pas, à la limite, qu'on ait les haies un peu plus hautes que les autres. Mais il faut qu'ils arrêtent de les bouger comme ça c'est franchement pénible. Et c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Après, je dirais, oui, quelque chose de vraiment important, ce serait de mettre en place des stratégies globales en accord avec les industriels pour faire face aux défis mondiaux. Ça, c'est vraiment important. Autre chose, je dirais peut-être plus dans l'air du temps, peut-être je veux dire, assainir les relations entre les citoyens, travailleurs, entreprises et politiques. Parce que là, on a l'impression qu'on est dans un flux tendu d'incompréhension. Ça serait pas mal. Après, je dirais aussi, qui serait pas mal pour moi, c'est de fluidifier un peu tous ces systèmes de création d'entreprises, d'embauche. Voilà, c'est tout ce qui est administratif. Ça s'est amélioré récemment, mais ça reste compliqué. Donc ça demande des réformes structurelles. Bon, on a un président réformateur, je m'en félicite, mais moi je trouve que, moi, je vais peut-être aller en contre-courant de tout le monde en ce moment, mais je trouve que ça ne va pas assez vite. Le temps des lois est trop lent par rapport aux mutations du monde économique. Je veux dire, on a l'impression qu'on a toujours 2 temps de retard, quoi. Après, vous allez me dire, ouais, mais genre la France, c'est un pays ingouvernable, c'est un pays de cons, ils sont dans la rue à la moindre réforme. Ouais, je ne peux pas vous dire le contraire, hein. Mais je veux dire, si les Français sont aussi exigeants, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un problème de confiance. Je veux dire, quand on fait des réformes, il faut être pédagogue, il faut expliquer, et il faut être clair dans ses intentions. Je veux dire, le pouvoir, pour moi, suppose un certain mérite de celui qui l'exerce. Donc il faut être plus rigoureux dans la redistribution et irréprochable dans le comportement. La corruption est une plaie qu'il s'agirait de soigner un jour sérieusement. Tu vois, moi j'ai mal démarré ma relation avec la politique. J'ai voté pour la première fois donc à 18 ans. À l'époque, je venais d'arriver à Louvain-la-Perret. Bon, on va taire son nom hein, parce que le pauvre, il se fait non de soucis comme ça. Mais bon, moi, ils m'ont dit allez, vas-y, vote Patrick, parce qu'en face, c'est les communistes et tout. Ah bon, mais pourquoi communiste, c'est pas bien? Ah non, non, mais communiste, c'est Staline, c'est la déportation des intellectuels, c'est le goulag. Ah bon, quoi, le goulag? À Levallois-Perret? Ah non, ça certainement pas. Et puis, il n'y a pas la place. Complètement dingo, ces cocos. Alors, j'ai voté Patrick. Mais quand j'ai compris de qui il s'agissait, mais j'ai été puni par la honte. Alors le mec, il fait des étincelles sur le bitume, ça provoque des incendies. Les trottoirs, ils fondent. Oh, mais comment voulez-vous qu'on ait confiance? Donc, on parle de stratégie globale. Est-ce que tu peux préciser? Ce que j'ai dit là sur les stratégies globales? Là, ouais, oui. C'était peut-être déjà ce que tu as expliqué. Non, 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 je peux préciser ça, effectivement. Je vais prendre un exemple simple. Le véganisme.
Voilà un sujet qui est clivant alors qu'il ne devrait pas l'être. L'industrie agroalimentaire, enfin d'exploitation animale, c'est un désastre écologique doublé d'une hérésie éthique. Pour moi, le virage du véganisme est un virage immanquable parce qu'il sera mondial. Je m'explique. Il suffit qu'un pays, un seul pays se mette au véganisme pour qu'on soit tous obligés de s'y mettre derrière. Après, on peut toujours refuser de le prendre, ce virage, si ça se conçoit, et notamment en France. On est quand même le pays de la gastronomie, c'est notre culture, c'est nos traditions, et puis la viande c'est trop bon, tu vois. Mais si on fait ça, on prend le risque de se faire doubler. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Donc, je veux dire, et le jour où tous nos voisins sont véganes, qu'est-ce qu'on dira? On dira non, non, nous ici c'est petit village gaulois, on résiste à l'envahisseur, puis on est le pays des Lumières, on va quand même pas nous dire ce qu'on doit faire. Mais moi je pense plutôt qu'on nous appellera le pays des ténèbres, par le quatrième Reich, et je sais pas, on viendra du monde entier visiter les derniers abattoirs là, en activité, dans un tourisme morbide et sensationnel. Euh, donc, ou sinon, oui, tu vois, on anticipe. Hein, on ravale son conservatisme et on se met cette contrainte pénible du véganisme et on se met en position de devoir trouver des solutions. On a quand même une industrie agroalimentaire qui est performante, on a des grands chefs qui sont créatifs. Normalement, on a les armes pour s'en sortir rapidement. Je ne dis pas que c'est simple, parce que bon, cette industrie, c'est quand même pratiquement 1 million de personnes. Il faudra les accompagner dans le changement, il faudra être solidaire. Et pour certains, ça risque d'être dramatique. Mais si on le fait sérieusement, eh bien, non seulement on montre que ça marche, on montre que c'est bon, et on pousse, si tu veux, nos voisins à nous suivre derrière. Il y a un max de pognon à se faire. Hein. Voilà le pays des Lumières. Je veux dire, le véganisme est un changement difficile, qui le sera d'autant moins qu'on a des perspectives de se faire du pognon à l'arrivée. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, il faudra quand même s'y mettre. Et là, on sera trusté, si tu veux, par des compagnies étrangères qui seront en avance. Je veux dire, on sera doublement baisé. Pour le coup, moi j'en appelle aux politiques comme aux industriels. Si vous ne le faites pas pour les animaux, faites-le au moins pour le portefeuille. Non, parce que, tiens, oui, en France, on nous dit ouais, mais on a une dette insurmontable, on n'a aucune marge de manœuvre, on rêve de croissance, elle ne vient jamais. Mais on a beau avoir élu le plus beau des banquiers, ce n'est pas par des mesures conventionnelles qu'on sortira de l'ornière. C'est mort. Mais c'est plutôt par ce genre de stratégie subversive qu'on va générer des relais de croissance suffisamment puissants pour recréer des marges. Je sais pas, le véganisme, c'est un peu comme un tronc d'arbre à enjamber. Voilà, un peu de souplesse, on passe par-dessus. Mais c'est important de le faire correctement parce que derrière, c'est un gouffre qui nous attend. Et si on s'est pété les chevilles juste avant sur le tronc d'arbre, ça va être compliqué. Hein. Ça, je vous le garantis. Hein. Bon, ceux qui comprennent ce que je raconte, ils expliquent aux autres. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait nuit, que personne n'y voit rien, mais faut-il avoir visité les plus sombres des ténèbres pour voir tout ça? Merci pour ton analyse. On va revenir un peu sur la start-up. Ouais, pardon, t'as vu, chaque nuit on est plusieurs dans ma tête, j'ai tendance à... C'était très intéressant. Est-ce que tu as un exemple à nous donner de start-up à suivre pour un conseil que tu donnerais pour quelqu'un qui veut commencer, qui veut se lancer? Est-ce qu'il y a des start-up qui t'inspirent? Ouais, alors attends, laisse-moi réfléchir, je vais choisir parce qu'il y en a plein. C'est pas ce qui m'empêche de dire. Tiens, pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, l'idée de porter des projets écologiques ou solidaires, voilà, une start-up que j'aime beaucoup, c'est Wondercraft. Ils font des jambes robotisées pour les paraplégiques. Ils sont tous câblés comme des routeurs là-dedans, là, c'est des polytechniciens. Tu vois, plutôt que de bosser pour des boîtes ou produire des conneries et de se faire des millions,
et ben, ils ont fait un choix difficile de mettre leur intelligence au service d'un truc solidaire. C'est incroyable ce qu'ils font. Moi, je l'ai su depuis le début, en fait, parce que j'ai participé à leur crowdfunding il y a quelques années, bon, avec mes modestes moyens, mais je les ai vus galérer et ne jamais renoncer. Et quand j'ai vu vraiment la première vidéo où ils ont fait marcher un handicapé, mais j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Et non, vraiment, ce qu'ils font, enfin, pour moi, ils sont un exemple, en tout cas. Ils m'ont donné envie de me lancer. Donc voilà, même j'ai envie de leur dire merci, voilà, bravo pour ce que vous faites, et vous allez y arriver. Voilà, et je vous envoie tout mon amour. Non, parce que si, avant de vous lancer, votre seul modèle, c'est les réussites insolentes des milliardaires américains, vous vous trompez. Ces gens ont fait un pacte avec le diable. Alors c'est un mirage. Leur capacité à amasser des richesses n'a d'égal que leur cynisme. Je sais pas, prenez le meilleur d'entre eux, là, le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Je crois qu'il a fait une fortune à 136 milliards d'euros. Et l'autre jour, il a créé une association pour les sans-abri de 2 milliards. Une paille, 2 milliards. Mais dire, les gens devraient se méfier de ces faux anges. Dire, le diable aussi a deux ailes. Pour moi, c'est le plus gros foutage de gueule de l'histoire de la charité. Mais 2%, c'est même pas, pardon, 2 milliards, c'est même pas 2% de sa richesse personnelle. On donne tous plus que lui. Jean-François, shame on you. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec les 134 autres milliards? Incroyable. Genre, mais donne-les-nous. Nous, on va aller en Afrique, hein, ou en Inde, et on va aller fabriquer des écoles et des hôpitaux, tu vois. Genre, mais le mec, il paye tellement mal ses employés qu'il y en a un paquet qui vivent à la rue. Et lui, tranquille, il va te créer une association pour les sans-abri. Il nous prend vraiment pour les cons. Après, il va nous dire, ah non, mais 136 milliards, c'est le prix du ticket pour être dans la liste des plus riches du monde. Ah, tu parles, c'est important. Et le prix du ticket pour aller au paradis, c'est combien à votre avis? Genre, non, come on Jeff, it's never too late to change. Show us you have a big heart. Non, faites plutôt comme Warcraft. Faites un pacte avec Dieu. D'ailleurs, moi j'ai envie de lui dire, hey mec, fais-moi des billes là, hein, et je montrerai une autre façon de jouer. D'ailleurs, si j'avais du fric, je ferais une application comme Yuka. Pareil, très très bien Yuka. Genre tu prends ton téléphone et tu scannes un produit, une marque, et là ça te donne un indice de virtuosité d'une entreprise. Par exemple, je veux dire, est-ce que l'entreprise fait de la fiscalité ou est-ce qu'elle paye ses impôts? Est-ce qu'elle paye les femmes autant que les mecs? Comment elle se comporte au niveau de l'écologie, des animaux? Qu'est-ce qu'elle fait de ses bénéfices? Est-ce qu'elle les reverse aux employés ou est-ce qu'elle finance des actionnaires mégalomanes? Voilà, toutes sortes d'indices. Si on considère que nos politiques sont défaillants à provoquer le changement dans les entreprises, et à leur décharge, c'est vrai que c'est compliqué de légiférer sur tout, eh bien, nous pouvons voilà, utiliser ce genre de système pour proposer le changement. Je veux dire, on est encore trop nombreux à dire on va dans le mur, et pourtant à continuer à utiliser sa bagnole pour aller au travail plutôt que le vélo, à ne pas faire de tri sélectif et à financer des entreprises par nos achats qui ne respectent rien. Est-ce que tu penses que le changement grâce aux startups, c'est uniquement mondial, plutôt, pardon, à l'échelle de la France ou mondiale, internationale? Est-ce que tu penses qu'il y a des pays dans lesquels on peut avancer aujourd'hui? Tu parlais de l'Afrique, tu parlais de, je sais pas, enfin d'autres pays aussi. Ah. Est-ce que tu penses qu'on a un rôle à jouer en fait? Ouais, ben on va parler de l'Afrique, tiens, c'est un sujet qui me plaît. L'Afrique, alors voilà, tout un continent qu'on a mis à genoux pendant des siècles, envers qui, il me semble, on a une dette morale et historique. Je veux dire, c'est pas tout de dire ouais, les colonies c'était pas bien, mais c'était un autre temps, d'autres mœurs, on a changé depuis, mais ça n'enlève rien à la responsabilité. Je veux dire, si l'Africain sait aussi bien ramper aujourd'hui, c'est quand même un peu grâce à nous.
Bon, après, c'est vrai qu'on les aide maintenant, mais genre, on les aide comment? On envoie nos associations. Et bah, je sais pas si vous avez suivi tout à l'heure, les associations, c'est nos pauvres, tu vois. Il faut qu'on fasse beaucoup plus pour les aider à se relever et à reprendre confiance en eux. Et donc du coup, nous, les entrepreneurs, bien évidemment, on a notre rôle à jouer là-dedans, hein, en allant investir là-bas et en le faisant de manière équitable, en essayant de rattraper les choses un petit peu. Tu vois, moi j'aime bien par exemple cette idée du pour 1 € investi dans le business, eh bien on met 1 € dans le, je sais pas, la santé ou l'éducation. Euh, Ça, je sais qu'il y a des entreprises qui le font, et c'est plutôt bien. Et, aussi, on demande à nos politiques ou à notre diplomatie de nous accompagner, si tu veux, pour un petit peu assainir, si tu veux, nos relations vis-à-vis de ces pays euh, dans lesquels on veut faire du business. Euh, pour moi, l'Afrique a un potentiel économique considérable et je trouve qu'on laisse un peu trop l'initiative sur le terrain aux Américains ou aux Chinois, surtout avec leur soft power. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus leur liquidité, si tu veux, pour appliquer le même genre de politique. Mais peut-être qu'on peut proposer d'autres types de partenariats plus équitables, voilà, qui, je sais pas, enfin, tu vois, parce qu'on nous dit la France-Afrique c'est terminé, que on a arrêté de les piller, on a arrêté notre ingérence et tout. Permettez-moi d'être un peu dubitatif. Prenez le Rwanda par exemple. Tiens, encore une histoire de massacre. Euh, Dire, là, on a un exemple typique de l'héritage de la France-Afrique qu'on n'a toujours pas réglé. Et il me semble que ce serait plutôt sain de régler ce problème afin de normaliser nos relations avec un pays avec lequel on voudrait faire du business. La, la question de la responsabilité de l'État français dans la genèse du génocide reste en suspens. Mais bon, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Non, mais regardez l'Algérie. Il a fallu près de 65 ans pour commencer un peu à s'excuser et à reconnaître la torture d'État. Emmanuel Macron. Mais combien de présidents auraient pu le faire avant lui? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre Sarkozy pour leur filer la carte des mines? C'est tout de même incroyable ça. Je veux dire, après, c'est sûr, on s'en fout. C'est pas nos enfants qui couraient dans les champs. Bah ouais, c'était juste des petits Algériens. Ils avaient qu'à pas gagner la guerre, tiens. Ils avaient qu'à pas se soustraire de notre bienveillante domination. Non, le multilatéralisme que l'on demande aux puissants, ça serait peut-être bien de commencer à se l'appliquer à nous-mêmes. Ça fait combien d'années que la justice rwandaise nous demande l'accès au dossier? Alors, pourquoi on ne leur donne pas? Alors Emmanuel, pardon, quand même on va respecter, ça reste le président. Il m'a pas encore rencontré, que déjà je prends mes aises. Monsieur le Président, ce que tu as fait pour l'Algérie, c'est bien. Mais là, entre nous, tu en as vraiment dans le pantalon. Sors-nous les archives du Rwanda. Pas facile, hein, pas facile. Hein. Parce que je les connais, hein, les zigotos là autour de lui. Hein, ils vont lui dire fais surtout pas ça, malheureux et tout, ça va faire un scandale inutile, il y a trop de mecs qui ont trempé là-dedans, c'est des Africains, on s'en fout. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Genre, on fait comme l'Algérie, on attend qu'ils crèvent tous là, les responsables, et après on dit c'est pas nous. Donc moi je dis non. Et les mecs, on a voté pour vous les gars, on veut des comptes. Hein. Tu sais, moi dans le passé j'ai déconné, hein, et on me l'a fait payer cher. Puis alors, moi à l'époque j'ai dit ah non c'est pas juste et tout, on fait hop hop hop, c'est la loi, tu sais, on a sorti un texte genre écrit par un énarque pour des énarques. Bon, moi j'ai bien été obligé d'accepter. Hein. Bon après, c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas encore bien développé mon pouvoir de nuisance. Mais bon, j'ai dû accepter, je veux dire, et j'ai assumé et j'ai payé ma dette à la société. Mais j'attends des politiques qui écrivent ces mêmes lois, qui les respectent à leur tour. Il ne peut pas y avoir deux justices, hein, une pour les puissants et une pour les gueux. Hein. Alors on sort les archives. Hein, et si on est si innocent qu'on le prétend, eh bien, ça sera vite prouvé, il me semble. En revanche, s'il s'avère qu'on a merdé, eh bien on assumera. Hein, et s'il faut payer, on paiera. Les Français paieront, avec leurs impôts. Parce qu'on est tous solidaires. Hein, dans la victoire comme dans l'échec.
ou la honte. Alors on va voir de quand on est champion du monde. Hein. Non, moi je dis, soignons les blessures du passé, hein, quitte à avoir de belles cicatrices, mais montrons aux Africains qu'on les respecte et donnons envie de bosser avec nous, plutôt qu'avec les autres. Voilà. Pardon, je me suis un peu égaré de nouveau. En plus, j'ai plombé l'ambiance. C'est con, on se marrait bien jusque-là. Je vais essayer de terminer par une note un peu plus positive. Proud, c'est pas seulement un réseau social, c'est aussi une boîte de Pandore. Et elle est là, entre mes mains. Alors si tu veux savoir ce qu'elle recèle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci Morgane pour cette interview. Et merci Kathleen. De nous avoir plaisir. présenté Proud. Et on espère que plein de gens vont s'inscrire et que plein de personnes vont trouver l'amour grâce à ton application. Merci. Merci.